Les caricatures que Navarro avance expliquent en réalité comment la Chine a réussi son industrialisation. Face à la guerre économique menée par les États-Unis, tout pays qui refuse d'être un vassal américain est soumis au manuel d'intimidation de Washington, en particulier les grands pays. Un exemple intéressant est celui de l'Inde, qui, sur des questions essentielles à sa souveraineté, a résisté discrètement mais fermement aux pressions américaines. Donald Trump aime se présenter comme un outsider, un populiste qui lutte pour le peuple contre l'establishment. Il s'agit de remplacer un establishment politique défaillant et corrompu. Et quand je dis corrompu, je parle d'une corruption totale, par un nouveau gouvernement contrôlé par vous, le peuple américain. Mais la réalité est tout autre. Derrière Trump se tient une puissante coalition de milliardaires, de financiers et de magnats de la Silicon Valley. Cette même Amérique des grandes entreprises qui a contribué à fausser le système économique américain dès le départ. Même le véritable point fort de l'investiture présidentielle de Trump n'était pas le populisme. C'était le défilé de l'élite du monde des affaires américain rassemblée autour de lui. Un examen des figures influentes du régime Trump montre clairement que l'administration Trump reflète en réalité le pouvoir de Wall Street et de la Silicon Valley. Prenons par exemple le milliardaire Nelson Peltz, qui a fait fortune dans les obligations à haut risque et les rachats par effet de levier. Il est le principal architecte de la collecte de fonds électorale pour la campagne de Trump et est désormais une figure influente au sein de l'élite dirigeante de Trump. Ou John Paulson, le gestionnaire de fonds spéculatifs devenu riche en pariant contre les propriétaires américains, est désormais un conseiller clé de Trump sur les affaires économiques. Ou Steve Wynn, le magnat des casinos de Las Vegas et associé de longue date de Trump, est maintenant promu président des finances et conseiller. David Sachs, un baron de la crypto, dirige désormais la branche IA et crypto dans l'administration Trump. Il a contribué à faire de la crypto un actif financier sans précédent, qui est désormais aussi une bulle financière adossée au dollar. Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, et Joe Lonsdale ont ensemble cofondé Palantir, un géant notoire de la technologie de défense avec des contrats avec la CIA, tristement célèbre pour avoir alimenté la surveillance de masse aux États-Unis, les expulsions par l'ICE, la police prédictive, le ciblage militaire et en tant que partenaire direct des forces de défense israéliennes, fournissant du renseignement de champs de bataille basé sur l'IA dans le cadre du génocide en cours à Gaza. Aujourd'hui, Thiel, Sachs et Lonsdale sont les principaux conseillers de l'administration Trump en matière militaire et d'affaires internationales. Prenons par exemple des géants du capital risque comme Marc Andreessen et Ben Horowitz. Ce sont d'autres figures majeures de la Silicon Valley qui représentent la classe des milliardaires que Trump dirige désormais. En fait, le vice-président J.D. Vance est lui-même un ancien capital risqueur de la Silicon Valley et a été financé par Peter Thiel, membre de la mafia PayPal. Ou encore, prenons Howard Lutnick, le secrétaire au commerce. Il était PDG de Cantor Fitzgerald, une banque d'investissement, avant de rejoindre l'administration Trump. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, peut être la personne la plus importante derrière les politiques économiques de Trump, selon Bloomberg, a été un grand gestionnaire de fonds spéculatifs et a géré les investissements de super-milliardaires comme George Soros et Stanley Druckenmiller. Enfin, Steve Mnuchin, sans doute le plus important responsable de la Maison-Blanche en charge des relations étrangères, Trump lui-même et son gendre, Jared Kushner, viennent tous de l'empire immobilier new-yorkais et ont transformé leurs déplacements officiels en prolongement de leurs intérêts commerciaux. Ce n'est pas un gouvernement d'outsiders. Il s'agit en réalité d'une fusion entre la Maison-Blanche de Trump et la classe des milliardaires. Financiers, gestionnaires de fonds spéculatifs, magnats de l'immobilier,
roi des casinos, banquier d'investissement et capitaliste de la tech. Exactement l'establishment que Trump prétendait combattre. Dans son administration, il n'y a pas un seul dirigeant syndical, représentant des travailleurs ou défenseur des salariés ordinaires. Pas même un. À la place, le cabinet et les principaux conseillers sont des capitalistes de la finance. C'est la fusion pure du pouvoir d'État avec l'Amérique des grandes entreprises. Qu'est-ce qui pourrait autrement expliquer le spectacle de PDG de premier plan comme Tim Cook d'Apple se rendant à la Maison-Blanche pour offrir à Trump des cadeaux personnels somptueux, dont un lingot d'or? Partout ailleurs, cela serait condamné comme de la corruption ou au mieux du capitalisme de connivence. Imaginez maintenant le tollé dans la presse américaine si le président chinois recevait de tels cadeaux de la part de chefs d'entreprise chinois. Il faut arrêter avec les milliardaires qui signent des chèques. Cette même classe a financé un puissant réseau de think tanks conservateurs et promu des idéologues qui siègent aujourd'hui au sein de l'administration Trump. Ce sont les architectes d'une doctrine qui combine la liberté totale des entreprises avec la guerre économique à l'étranger. Prenons par exemple Peter Navarro, le principal stratège du commerce et de la production au sein de l'administration Trump. Il a été l'une des voix les plus influentes de l'administration en matière de commerce. Il prône une politique de force tarifaire permanente contre la Chine, décrivant les droits de douane comme une machine à revenus pour Washington. Dernièrement, il a étendu cette rhétorique à d'autres pays comme l'Inde. Son approche consiste à imposer des droits sur les biens importés, effectivement payés par les consommateurs américains et la classe ouvrière, afin de contribuer au financement de baisses d'impôts pour les plus riches, tout en freinant le développement industriel à l'étranger. Les livres de Navarro, Crouching Tiger, Death by China et The Coming China Wars révèlent en réalité le cœur de son argumentaire commercial. Il s'agit d'un mélange particulier de foi dans le libre-échange et d'exceptionnalisme américain. Il part du principe qu'un véritable libre-échange favorise toujours les États-Unis. Selon cette logique, l'essor économique de la Chine ne peut s'expliquer que par ceux qu'il présente comme de la piraterie, de la fraude, du travail forcé et de la manipulation, et non par une concurrence loyale. En passant, Navarro n'a rien à dire sur l'histoire des entreprises américaines qui ont abandonné la production manufacturière au profit de la finance, cherchant une accumulation accrue grâce à des dividendes, des intérêts et des loyers sans précédent. Il ignore la réalité, selon laquelle la propre stratégie américaine d'hégémonie financière, attirant les capitaux mondiaux, a à plusieurs reprises étouffé sa croissance industrielle en faisant grimper le dollar et en sapant la compétitivité de ses exportations. Il manque également toute reconnaissance de l'abondante littérature sur l'essor industriel de la Chine. Ses investissements délibérés dans le capital humain, le contrôle étatique du foncier, des dépenses publiques soutenues dans les infrastructures, une régulation financière stricte et le secteur hybride unique fondé sur le partenariat public-privé en Chine. Ce sont ces politiques, et non les caricatures avancées par Navarro, qui expliquent réellement comment la Chine a réussi son industrialisation. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre thème des influenceurs politiques, Navarro n'est pas seul. Il est rejoint par Stephen Miran, associé au conservateur Manhattan Institute et à Hudson Bay Capital. Miran est désormais président du Council of Economic Advisors dans l'administration Trump. Il a élaboré le soi-disant plan de l'accord de Mar-a-Lago. L'accord de Mar-a-Lago vise à utiliser les tarifs douaniers et le levier militaire des États-Unis pour contraindre d'autres pays à une dévaluation du dollar motivée par des raisons politiques afin de stimuler les exportations américaines au détriment des autres. Cette stratégie s'inspire du tristement célèbre accord du Plaza de 1985,
qui a politiquement forcé le Japon à financiariser son économie industrielle, menant finalement à un crash financier qui a durablement paralysé l'économie japonaise. Le plan de l'accord de Mar-a-Lago de Miran représente une approche du type appauvrir son voisin, faisant chanter les autres pour qu'ils sacrifient leurs propres industries au profit des États-Unis. Vient ensuite American Compass, financé par le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs Thomas Klingenstein et la famille Walton. American Compass est un think tank de premier plan qui milite pour des droits de douane élevés afin de rompre radicalement avec la Chine, appelant à couper tous les investissements, chaînes d'approvisionnement et flux de capitaux. Klingenstein possède également son propre groupe de réflexion, le Claremont Institute, qui fait partie de l'écosystème promouvant aujourd'hui la guerre économique contre le reste du monde, en particulier les grands pays comme la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil. Les entreprises américaines, de concert avec ces penseurs et groupes de réflexion d'extrême droite, ont planifié d'imposer un ordre mondial fondé sur une approche de la carotte et du bâton, mêlant libre marché et tribus, dont le principal garant est la Maison-Blanche. Cela a induit en erreur de nombreux observateurs avisés qui ont pris à tort la Trumpnomie pour un renversement de la mondialisation. En réalité, la Trumpnomie n'est pas un renversement de la mondialisation. C'est en fait une recréation de la mondialisation, où la force non économique de l'administration américaine viendra compléter la puissance de marché des entreprises américaines pour empêcher l'ascension d'autres nations. Eh bien, dans le Sud global, nous avons un mot simple pour cela, l'impérialisme. La classe des milliardaires aux États-Unis a mené une guerre économique de mondialisation coercitive, forçant les pays plus faibles à ouvrir leurs marchés, à renoncer à leur marge de manœuvre politique et à céder des privilèges de rançon aux entreprises américaines en échange d'un allègement symbolique des droits de douane. Par exemple, l'accord récent entre l'Indonésie et les États-Unis a contraint l'Indonésie à éliminer 99% des droits de douane sur les importations américaines, tandis que ses propres exportations sont encore soumises à un tarif moyen de 19% à l'entrée aux États-Unis. L'Indonésie a accepté de supprimer les exigences de contenu pour les produits américains, d'accepter des normes américaines plus faibles en matière de sécurité et d'émission des véhicules, de reconnaître automatiquement les homologations de la FDA pour les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques, d'exempter les produits alimentaires et agricoles américains des licences locales, d'accepter les certifications américaines pour la viande, les produits laitiers et la volaille, d'éliminer les droits de douane sur les biens immatériels, de soutenir un moratoire sur les taxes numériques qui protègent les grandes entreprises technologiques et d'adopter des règles restrictives en matière de propriété intellectuelle afin d'affaiblir la protection des savoirs traditionnels et des ressources génétiques. Cela rend plus difficile le recours aux licences obligatoires pour faire baisser le prix des médicaments ou contester les monopoles, garantissant ainsi que les grandes entreprises pharmaceutiques et les sociétés américaines captent les rentes issues du savoir, de la médecine et de la biotechnologie. Tout cela signifie que l'Indonésie doit renoncer à son intérêt national pour réglementer sa propre sphère au profit des entreprises américaines. Dans son entretien avec Bloomberg, le secrétaire au Trésor Scott Bessent admet ouvertement que l'un de ses principaux objectifs avec les droits de douane est de les utiliser comme levier pour contraindre d'autres pays à faire des concessions, des investissements ou des paiements de tribut. Il a déclaré sous Trump, et je cite, « Le pistolet des droits de douane sera toujours chargé et posé sur la table. » Le succès de l'utilisation des droits de douane comme mécanisme d'exaction a été récemment observé lorsque le Japon, la Corée du Sud et l'Union ont accepté des droits de douane à 2 chiffres en échange de centaines de milliards de dollars de fonds d'investissement américains.
peu importe que les fonds promis soient supérieurs à ce qui sera réellement réalisé. Ce qui est important, c'est que les États-Unis ont utilisé les droits de douane pour orienter les flux d'investissement en leur faveur, dans un style néo-féodal classique. C'est néo-féodal parce que, sous le féodalisme, les vassaux devaient promettre des tributs plus importants que ce qu'ils remettaient réellement. Le rôle fonctionnel de cette promesse est de réaffirmer le pouvoir, et leur symbolisme culturel est aussi important que la rente économique réelle. Mais tous les pays n'acceptent pas le statut de vassal comme les alliés des États-Unis. Plusieurs grandes puissances ont refusé d'être les vassaux des États-Unis, et cela est en train de changer l'ordre mondial par le bas. La principale, bien sûr, est la Chine. Depuis 2017, lorsque l'administration Trump a commencé à imposer des droits de douane à la Chine dans le cadre de sa tentative de la contenir, Pékin a systématiquement imposé des droits de douane de rétorsion sur un large éventail d'importations américaines. Par exemple, la part des États-Unis dans les importations agricoles de la Chine est passée de 20% en 2016 à 12% en 2024, tandis que la part du Brésil dans les importations chinoises est passée de seulement 14% à 22%. Conformément à l'historique de représailles de la Chine, après l'imposition de droits de douane massifs le 2 avril, jour dit de la libération, la Chine a immédiatement dévoilé un plan visant à réduire de 10% d'ici 2030 l'inclusion de tourteaux de soja dans l'alimentation animale. Une mesure qui pourrait diminuer les importations annuelles de soja d'environ 10 millions de tonnes, soit près de la moitié des exportations américaines de soja vers la Chine l'an dernier. Alors que la Chine se tourne vers l'Amérique latine pour remplacer les importations américaines, l'administration Trump a intensifié son offensive contre l'Amérique latine. Nous avons également parlé du Venezuela aujourd'hui, d'ailleurs. Le Venezuela est un chaos. C'est une situation très dangereuse et très triste. Mais nous avons aussi discuté du Venezuela. Il y a de nombreuses options pour le Venezuela. Et d'ailleurs, je n'exclus pas une option militaire. Ce qui inclut les récentes attaques contre le Brésil. La Chine reconnaît que les droits de douane ne sont qu'un prétexte à une guerre économique plus vaste visant à freiner son développement. Et elle a donc rapidement emprunté la stratégie de Washington en lançant une série de mesures économiques de rétorsion contre ce dernier. Détenant le monopole des terres rares, la Chine a annoncé des interdictions d'exportation sur le gallium et le germanium, utilisés dans les semi-conducteurs. Cela a menacé des multinationales américaines comme Nvidia et ses alliés tels que TSMC, qui fabriquent des puces. La Chine a également limité les exportations de graphite, essentiel pour les batteries de véhicules électriques, en réponse aux restrictions américaines sur les puces. L'élément le plus important de la riposte chinoise est qu'elle a frappé là où les États-Unis ne veulent pas l'être. Leurs industries de la défense et de la technologie. Mais les représailles de Pékin ne se limitent pas aux sanctions. Elles se sont également traduites par une escalade des droits de douane, débutant à 15% sur le charbon et le GNL et à 10% sur les machines et véhicules, puis grimpant à 34%, 84% et même 125%, visant de larges importations américaines, y compris les produits agricoles et industriels. Du côté des investissements, les mesures de rétorsion de la Chine incluent une réduction de ses avoirs en bons du Trésor américain à leur niveau le plus bas depuis plus de 10 ans, une augmentation record de ses achats d'or, un usage accru du yuan dans les règlements commerciaux, en particulier avec la Russie, l'Asie de l'Ouest et l'Afrique, et le lancement du système de paiement interbancaire transfrontalier comme alternative au système SWIFT occidental. Cela a provoqué une énorme panique à Washington concernant les rendements obligataires et l'hégémonie du dollar.
à tel point que le secrétaire Scott Bessent, dans une interview accordée à Bloomberg, a déclaré que la protection de l'hégémonie du dollar américain était récemment devenue l'une de ses principales préoccupations. Pendant ce temps, la Chine façonne le monde en approfondissant ses liens avec le reste du globe, notamment en réduisant sa dépendance à l'égard de l'Occident grâce à l'expansion de ses échanges au-delà des États-Unis. En 2023, les pays de l'ASEAN ont dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial de la Chine. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a dépassé 280 milliards de dollars américains, avec des investissements records dans les infrastructures. Les échanges commerciaux avec l'Amérique latine ont dépassé 480 milliards de dollars américains, principalement dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Par ailleurs, l'initiative La Ceinture et la Route a désormais signé des accords avec 150 pays, renforçant ainsi les liens mondiaux. Mais la Chine n'est pas le seul pays à subir la guerre économique des États-Unis. Tout pays qui refuse d'être un vassal des États-Unis est soumis à la stratégie d'intimidation de Washington, en particulier les grands pays. Un pays intéressant à cet égard est l'Inde. Au début des années 1970, Washington s'est rapproché de Pékin pour remodeler l'équilibre de la guerre froide. Après le voyage secret d'Henry Kissinger en Chine en juillet 1971, le président Nixon a rencontré le président Mao en février 1972 et a publié le communiqué de Shanghai, point de départ de la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine. La manœuvre a explicitement exploité la scission sino-soviétique existante pour perpétuer les divergences entre Moscou et Pékin. Avançons dans le temps. Des analystes réalistes comme John Mearsheimer soutiennent depuis longtemps que les États-Unis devraient normaliser leurs relations avec la Russie afin de contenir la montée en puissance de la Chine. Il existe une recommandation politique en faveur d'un engagement avec la Chine, car très souvent, une partie de vos écrits se contente de décrire la réalité. Mais il y a aussi des aspects où vous préconisez des politiques. Nous l'avons vu en Irak, en Israël, en Russie, etc. Pensez-vous personnellement que les États-Unis devraient contenir la Chine? Et si oui, quels devraient être les moyens et les formes de cette politique de containment? Je n'ai aucun doute que les États-Unis doivent contenir la Chine. Ma théorie des relations internationales m'indique qu'à mesure que la Chine devient plus puissante, la stratégie la plus intelligente pour elle est de dominer l'Asie de l'Est, tout comme les États-Unis dominent l'hémisphère occidental. Et si vous êtes la Chine, la raison de cette démarche est que c'est la meilleure façon de renforcer votre sécurité. Plus vous êtes puissant dans votre propre région, et bien sûr, si vous devenez un hégémon régional, vous atteignez le sommet du pouvoir dans votre région, plus vous maximisez votre sécurité. Les États-Unis sont un hégémon régional dans l'hémisphère occidental, et si la Chine est intelligente, elle cherchera à devenir un hégémon régional en Asie de l'Est. Cependant, cela n'est pas dans l'intérêt national de l'Amérique. Cela a cependant échoué de façon spectaculaire, car la guerre par procuration de l'OTAN contre la Russie n'a fait que resserrer les liens entre la Chine et la Russie. Ce que de nombreux commentateurs jugent en réalité plus réaliste, c'est d'utiliser l'Inde montante pour contenir la Chine, rivale superpuissance, tout comme Washington avait autrefois utilisé la Chine montante pour contenir l'Union soviétique, alors rivale superpuissance. Pourtant, cette stratégie consistant à utiliser l'Inde contre la Chine se heurte à la politique du chacun pour soi adoptée par Washington sous l'administration Trump. Lors de la première administration Trump, en juin 2018, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25% sur l'acier indien et de 10% sur l'aluminium indien. L'année suivante, en 2019, les États-Unis ont mis fin au statut d'exonération de droits de douane GSP accordé à l'Inde.
Après le retour de Trump au pouvoir, cette escalade contre l'Inde s'est poursuivie. Le 2 avril, lors de la soi-disant journée de la libération, un tarif douanier de 26% a été annoncé à l'encontre de l'Inde. Finalement, le 7 août, un tarif de 25% est entré en vigueur. Mais si cela ne suffisait pas, quelques jours plus tard, 25 sanctions supplémentaires ont été imposées à l'Inde pour l'achat de pétrole russe. Dans la situation actuelle, l'Inde fait face à un total de 50% de droits de douane, exactement comme la Chine. Bien sûr, l'Inde n'est pas la Chine. Elle ne peut pas riposter à la même échelle contre Washington. Mais sa taille considérable signifie que New Delhi ne peut pas non plus être forcé la main comme des nations plus petites. Et sur les questions vitales pour sa souveraineté, l'Inde a résisté discrètement mais fermement à la coercition américaine. Prenons l'exemple de l'agriculture. Washington a exigé que l'Inde ouvre ses marchés laitiers, d'élevage et de culture aux entreprises agroalimentaires américaines subventionnées. L'Inde a refusé, protégeant ainsi son économie paysanne, déjà fragilisée par l'endettement et le stress climatique. Il est important de noter que les petits paysans indiens constituent l'une des populations les plus pauvres au monde. En d'autres termes, les guerres tarifaires agricoles de Trump contre l'Inde sont une forme de guerre économique méprisable menée par Washington contre certains des travailleurs les plus pauvres de la planète. Les États-Unis ont également fait pression sur l'Inde pour qu'elle réduise sa dépendance aux armes russes, qui représentent encore plus de la moitié de l'arsenal indien. Afin que des entreprises américaines de défense comme Boeing, Lockheed Martin et Raytheon puissent conquérir le marché indien. Les États-Unis ont même imposé des sanctions à l'Inde pour avoir commercé avec la Russie. Mais l'Inde a refusé de se suicider en se tournant vers des contrats de défense américains coûteux et peu fiables. D'autant plus que même les élites indiennes les plus pro-occidentales constatent désormais que Washington ne considère l'Inde que comme un marché à exploiter et un pion dans son jeu anti-chinois. En conséquence, un changement géopolitique monumental est en cours, qui affecte non seulement l'Asie, mais aussi la politique mondiale dans son ensemble. Ce changement se manifeste par le refus de l'Inde de continuer à rompre ses liens avec la Chine dans l'intérêt des États-Unis. Rien que ces dernières semaines, l'Inde a rétabli les visas touristiques pour les ressortissants chinois, approuvé des investissements chinois longtemps bloqués dans le pays et organisé une réunion délicate avec le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar et le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval. L'Inde a également signé un nouvel accord frontalier visant à réduire les tensions entre les troupes avec la Chine et à progresser vers un règlement négocié. De son côté, la Chine a répondu en ouvrant le pèlerinage du Mansarovar au Tibet aux pèlerins indiens. Et lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, la visite du Premier ministre indien Modi en Chine a été couverte avec un enthousiasme extrême et une grande dignité par les principaux médias chinois et les cercles officiels. Ce qui rend ça encore plus frappant, c'est le contexte. Ces évolutions interviennent malgré les affrontements récents entre l'Inde et la Chine dans la vallée de Galwan, et malgré la perception largement répandue en Inde selon laquelle la Chine aurait soutenu le Pakistan lors de la récente escalade de 8 jours entre l'Inde et le Pakistan, ce que Pékin, bien sûr, a nié. De toute évidence, Delhi a pris conscience d'une urgence plus profonde. Résister à l'ordre coercitif de Washington nécessite une coopération avec la Chine, et non une confrontation sans fin. Cette normalisation entre l'Inde et la Chine est historique. Elle permet à la Russie, qui entretient des liens indéfectibles avec l'Inde et la Chine, de consolider les BRICS en tant qu'axe géopolitique et économique. En fait, pour la première fois depuis le déclin du mouvement des non-alignés dans les années 1980, le Sud global retrouve une politique collective anti-impérialiste cohérente. Ironiquement, c'est l'agressivité de Trump et de sa classe de milliardaires
qui a créé les conditions mêmes de ce renouveau, poussant l'Inde et la Chine, autrefois adversaires, vers un terrain d'entente. Notre prédiction est claire. Quelle que soit la rapidité ou la profondeur de cette normalisation naissante entre l'Inde et la Chine, un nouveau chapitre de l'histoire géopolitique a déjà commencé. Le siècle asiatique est en train de se dessiner, et les grandes puissances d'Asie écrivent désormais leur propre histoire de façon autonome, avec de moins en moins d'influence occidentale. Il y a un an, cela relevait encore de la simple spéculation. Mais comme le dit l'adage, il y a des semaines où il se passe des décennies. Les dernières semaines ont provoqué des vagues qui dureront des décennies, et de moins en moins de nations feront à nouveau confiance au rage milliardaire de l'Occident. Salut YouTube, si vous avez regardé notre émission, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Vous pouvez également consulter notre page Substack, où nous publions des articles longs sur la géopolitique, l'économie et les événements mondiaux. Enfin, n'oubliez pas d'écouter nos podcasts, où nous combinons les analyses fiables de nos invités avec des mises à jour régulières sur l'actualité. With regular updates on current events.